Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On va patienter 1 ou 2 minutes histoire que les gens arrivent. Et Ouais, vous après, pouvez peut-être on a tellement de choses à dire. vous pouvez peut-être nous dire dans le chat déjà si vous nous entendez bien, si vous voyez bien la présentation aussi. Super, merci. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ça commence à pas mal augmenter. On sera à peu près 3-4 000, c'est ça, non? Au Ouais, on moins. espère que ça va pas sauter, quoi. Non, on sera quand même en plus petit comité que ça et on vous propose de vous présenter dans le chat puisque c'est toujours plus agréable de savoir qui on a en face, de connaître potentiellement votre poste au sein de l'entreprise et aussi le nom de votre entreprise, votre marque. N'hésitez pas à nous dire dans quel secteur vous travaillez. Ça nous permettra aussi peut-être d'être un peu plus pertinent sur les exemples qu'on va donner et sur les conseils aussi qu'on va donner. Salut Marion, merci d'avoir entamé et enchantée du coup. Bonjour Gaëtan, Société Capritail. On a le directeur e-commerce de Libellou. Bienvenue. Et on a perdu Céline aussi. Oui. Assistant e-shop au sein de l'entreprise Royal Mer. Bienvenue Mathis. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Ouais. Donc, Céline va nous rejoindre rapidement. Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez tous bien. On va être ensemble pour une petite heure. On va pouvoir parler d'un sujet qui, personnellement, me passionne et je sais que les filles qui sont avec moi aujourd'hui aussi. On va donc se demander comment on peut s'inspirer des bonnes pratiques du commerce physique pour booster les ventes de son site e-commerce. On va donc voir comment on peut parler à des humains plutôt que parler à des machines, mais surtout comment on peut créer du lien avec ses clients pour leur donner envie d'acheter. Pendant les 40 prochaines minutes, on va essayer de vous donner un maximum de contenu et d'exemples pour vous inspirer et évidemment vous donner des clés pour améliorer votre expérience utilisateur. Ensuite, on pourra passer à une partie plutôt de questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire dans le chat tout au long de ce live. L'idée, c'est qu'on puisse peut-être rebondir de temps en temps sur vos questions quand elles sont pile poil sur ce qu'on est en train de dire. Mais sinon, on y répondra et on prendra le temps d'y répondre à la fin de cet événement. Donc, vraiment, n'hésitez pas à interagir et puis même à vous répondre entre vous si vous voyez qu'il y a des choses intelligentes sur lesquelles vous avez des réponses. Donc, je vous propose, alors, petite chose, parce que on n'est pas là aussi pour rien, mais ce qui nous a réunis tous les quatre avec Flora, Ingrid et Céline, c'est qu'à la base, on a écrit donc un livre blanc justement sur le sujet de comment on peut s'inspirer des bonnes pratiques du commerce physique pour son e-commerce. L'idée, c'est que là, on ne va pas le reparcourir à 100%, on va essayer d'en amener une version un petit peu augmentée, donc n'hésitez pas à le télécharger. On va vous mettre le lien dans le chat pour avoir évidemment l'ensemble des infos et puis pour pouvoir récupérer pas mal aussi de petits exemples qu'on a mis à l'intérieur. Du coup, pour commencer, et soyons polis, je vais vous présenter l'équipe de choc qui m'accompagne aujourd'hui. Tout d'abord, on a Flora Rivaud, qui est lead growth chez Payplug, qui est la solution de paiement 100% française qui vous accompagne en ligne, mais aussi en physique. Salut Flora.
Salut, merci pour la présentation. Ensuite, on a Céline Lopez, qui est Team Lead Customer Success chez SendCloud, la plateforme d'automatisation de vos expéditions qui vous permettra évidemment d'offrir une expérience de livraison incroyable à vos clients. Salut Céline. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et ensuite, on a Ingrid Astier, qui est directrice marketing de Skippers, qui est la solution SaaS qui vous permettra de gérer absolument toute votre relation client sur une seule et même plateforme. Vous verrez, c'est formidable. Salut Ingrid. Salut, merci Sébastien. Et enfin, moi-même, Sébastien Tortu, moi je suis fondateur de Boost Conversion, un collectif de freelance spécialisé dans l'optimisation de la conversion des e-commerçants. En gros, c'est tout simple. On vous aide à passer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% de conversion sur votre site web sans dépenser plus en acquisition. Donc, comme je le disais, n'hésitez vraiment pas, pour ceux qui viennent d'arriver, à nous écrire en commentaire, à nous écrire dans le chat, à poser vos questions. Comme ça, on va pouvoir y répondre au fur et à mesure. Et puis, c'est parti. Allez, hop. On va rentrer directement dans le sujet. Donc, comme on se disait, finalement, la vraie question, c'est de se dire, aujourd'hui, évidemment, sur le digital, on a une barrière qui est l'ordinateur, le téléphone, qui est une interface, en fait, qui va créer une barrière, finalement, entre la marque et le client. Et aujourd'hui, on va se poser la question de comment on peut faire finalement exploser cette barrière pour qu'on puisse avoir une expérience qui soit vraiment digne de vos marques et de ce que vous avez envie de raconter de votre marque. Donc, je vous propose de commencer par quelques chiffres. Alors, on le sait, on a la sensation que l'e-commerce est de plus en plus grand, que tout le monde consomme sur l'e-commerce, mais en fait, pas tant que ça. Si on prend les grandes masses, on se rend compte qu'il y a encore plus de 80% des achats qui sont faits en physique. Et donc, c'est encore énorme. Et du coup, il y a toujours encore cette bipolarité finalement entre les expériences qui ne sont pas toujours hyper fluides, hyper cohérentes en fait les unes entre les autres. Et ça va être vraiment l'objectif de ça. Et un chiffre que moi, j'adore donner, qui est la différence en fait entre le taux de conversion boutique et le taux de conversion e-commerce, il est entre... Alors, ça dépend des marques, mais on est sur une moyenne de x7, sachant que le taux de conversion en e-commerce est en dessous de 3%. On est autour des 2,8%. Alors après, ça dépend évidemment des industries, des secteurs, etc. Mais en tout cas, voilà, on est à peu près sur moins de 3%. Donc, c'est pas tant que ça finalement. Alors qu'en boutique, on est plutôt sur du 20% minimum. Et sur certaines boutiques, on est encore bien au-dessus. Et en fait, on va se poser la question du coup de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui justifie cette énorme différence? Parce qu'à la fin des fins, c'est juste un client vs une marque. Et du coup, on doit se poser cette question-là. Et évidemment, au-delà des chiffres, ce qui compte, c'est vraiment le client. C'est ce qu'il va ressentir. C'est ce qui fait toute la différence en fait en boutique. Évidemment, c'est ce qu'on appelle l'éveil des sens. On voit, on touche, on sent, on entend, on peut même goûter. Nos sens, ce sont nos émotions. Ce sont elles qui nous permettent de prendre des décisions. Sur le web, quand l'expérience justement manque d'humain et d'émotion, on va inciter le client à faire un choix qui sera beaucoup plus rationnel, qui va indirectement le mettre dans une phase de réflexion plus intense. Il va du coup se poser le pour et le contre et il sera beaucoup moins enclin à l'achat. Du coup, votre objectif, c'est quoi? Ça va être de parler à ses émotions, ça va être de s'adresser à lui, de lui faire vivre une expérience qui va lui permettre vraiment de se sentir finalement physiquement dans une boutique, en interaction avec des humains, en interaction avec des gens qui ont voulu prendre, entre guillemets, soin de lui. Que ce soit évidemment en lui offrant du conseil, en lui permettant, comme là on le voit, de régler en tranquillité, etc. L'idée, c'est vraiment que l'on puisse finalement le projeter dans une expérience physique, émotionnelle, et du coup d'abattre cette frontière que l'on peut avoir avec le digital. Je vous propose, ça tombe bien, pour inciter les clients à passer à l'action. On va avoir besoin évidemment de les rassurer, d'humaniser votre parcours et de les accompagner jusqu'au bout, justement, de leur parcours, jusqu'au bout du panier, pour tenter de les convaincre. Ça tombe bien, parce que c'est exactement le plan de ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui. Donc, le hasard fait quand même vachement bien les choses. Du coup, on va commencer évidemment par la partie rassurer vos clients, mais on a un petit sondage à vous faire
faire. L'idée donc qu'on puisse tous répondre à cette question. Donc, vos avis sont-ils mis en valeur sur votre site e-commerce? Alors, quand on parle de mise en valeur, finalement, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, vos avis sont sur votre site des éléments déclencheurs de l'achat, mais au-delà d'être simplement un déclencheur de l'achat, être aussi un élément de réassurance qui va vous permettre finalement de projeter justement votre client dans son achat et de le rassurer. C'est ce qu'on appelle l'effet de masse, hein, qui va lui permettre vraiment de se projeter et de se dire, OK, s'il y a X%, enfin s'il y a X personnes qui ont acheté sur cette marque, je peux leur faire confiance. S'il y a X personnes qui ont considéré que la livraison, que le paiement était une expérience positive, alors je peux leur faire confiance. Je vous laisse y répondre rapidement, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, on voit que pour le moment c'est assez stable, c'est rigolo. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Ouais, Je c'est ne hyper m'attendais étonnant. pas. Et du coup, on va voir du coup, comment on va faire de ces avis un élément vraiment incitatif, déclencheur pour créer une expérience positive. Ingrid, je te laisse la parole sur cette partie. Oui, merci Sébastien. Donc du coup, effectivement, pour rebondir sur le sondage, donc on est à 54% qui mettent en valeur les avis sur leur site et 47 qui ne les mettent pas en valeur. Donc c'est bien d'avoir cette information pour vous guider un petit peu. Donc effectivement, on va parler un peu d'avis client et plus globalement, on va parler d'UGC, donc des User Generated Content. Donc en fait, ce sont des contenus qui sont générés par vos consommateurs pour votre marque. Donc ça peut prendre la forme d'avis client écrit, ça peut être aussi des témoignages vidéo, ça peut prendre plein de formats. Et dans tous les cas, plus vous allez multiplier la collecte de user-generated content et plus vous allez disposer d'éléments de réassurance et de preuves sociales fortes à afficher sur votre site web. Donc là, on voit une statistique qui ne ment pas, hein. Aujourd'hui, quasiment 9 consommateurs sur 10 affirment lire des avis de leur pairs avant d'effectuer un achat. Donc, on va faire un petit focus sur les avis clients. Nous, la bonne pratique qu'on va vous recommander, c'est déjà de collecter des avis clients, mais d'aller bien au-delà de la simple collecte d'avis. Vous allez devoir les analyser pour pouvoir les restituer correctement. Et pour ça, l'idéal, c'est de se doter d'une plateforme Voix du client. Et je vais vous montrer à travers différents exemples tout ce que ça va vous permettre de faire. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la slide. On a 2 exemples d'e-commerçants qui affichent en fait dès leur page d'accueil leur avis marque. Donc les avis marques, c'est lié à une expérience d'achat au global. Donc par exemple, suite à un achat en ligne, vous allez pouvoir sonder vos clients pour savoir s'ils sont satisfaits de leur expérience d'achat sur votre site. Est-ce que leur parcours d'achat en ligne a été fluide et s'est bien passé? Est-ce que au niveau de la livraison post-achat, tout s'est bien déroulé? Donc voilà, vous allez pouvoir leur poser toutes ces questions qui sont relatives à l'expérience d'achat globale. Et ici, donc, dans les exemples que je vous ai mis, vous avez Big Moustache et My Jolly Candle qui, eux, ont fait le choix d'afficher leurs avis marques dès leur page d'accueil. Donc, un petit peu comme si c'était une vitrine de leur boutique. Voilà, la page d'accueil, c'est quand on arrive devant la devanture d'un magasin. Il faut qu'on ait des éléments forts de réassurance. Et là, le fait d'afficher les avis globaux de la marque, ça donne un sentiment de réassurance sur la réputation du site sur lequel on se rend. Donc, c'est très important de ne pas négliger l'affichage des avis marques et de l'inclure soit comme les exemples que je vous montre sur la page d'accueil, soit on travaille avec certains clients qui font un onglet dédié dans le but de faire preuve d'une totale transparence auprès des visiteurs du site. On a en complément du coup des avis marques, les avis produits. Donc, les avis produits, aujourd'hui, c'est indispensable pour un site e-commerce de les collecter. Et surtout, au-delà de les collecter, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est très important, c'est de les afficher et de les mettre en valeur sur vos fiches produits directement. Donc là, on va voir que la façon dont vous affichez vos avis produits, elle va avoir un impact important dans le parcours d'achat et dans le processus de décision de vos consommateurs.
Parce que voilà, il faut s'imaginer que quand il est sur un site, sur votre site internet, le consommateur, il se retrouve face à lui-même devant son écran. Il a des doutes, il peut avoir des craintes selon le type de produit qu'il souhaite acheter. Donc vraiment, l'importance de l'affichage, c'est primordial. Donc, je voulais vous montrer d'abord un petit exemple avec Princesse Tam Tam. Donc, je vais switcher et partager mon écran. J'espère que vous allez bien voir. C'est bon, vous voyez bien l'exemple. OK. Donc Ouais, là, nickel. on est super. Là, on est sur le site de Princesse Tam Tam, donc qui est une marque de lingerie féminine. Et donc, on est sur un produit un peu sensible, entre guillemets, dans le sens où la lingerie, c'est vrai qu'une consommatrice, si elle ne peut pas l'essayer, elle va avoir plus de réticence à acheter sur Internet un produit en soutien-gorge, par exemple. Donc là, dans la partie avis client, quand on scrolle sur la page, la fiche produit, on a des caractéristiques, donc on a les avis des clientes, mais ils sont aussi affichés avec des caractéristiques comme la qualité, la coupe, la matière du produit. Et on peut savoir si les avis des clientes nous indiquent que le produit taille plutôt petit, taille plutôt bien ou taille grand. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants qui vont accompagner l'internaute dans sa réflexion et dans son processus de décision. Et au final, ça va un petit peu compenser le fait qu'il n'y ait pas de cabine d'essayage sur Internet, en tout cas pas encore. Et donc, ça va lui permettre de lui donner des indications sur, voilà, est-ce que ça correspond à ma morphologie? Est-ce que c'est le produit qui me correspond? Un autre exemple que je voulais vous montrer, alors je vais devoir refaire un partage d'écran différé. Donc, un autre exemple que je vais vous montrer, c'est celui de Marionnaud. Donc, Marionnaud, eux, ils vont encore plus loin dans l'affichage des avis produits. Donc là, ici, on a un produit qui est un produit cosmétique, c'est le fond de teint. Et généralement, le fond de teint, on sait que ça nécessite soit de l'essayer en magasin, soit déjà de connaître le produit pour savoir si la couvrance est satisfaisante, est-ce que ça correspond à mon type de peau ou à ma carnation. Donc ici, on a les 160 avis de ce produit. Quand on clique dessus, on arrive ici avec la note globale, une très bonne note globale du produit, 4,8 sur 5, basée sur la moyenne des 160 avis, la répartition des notes, en fonction des critères produits, donc le rapport qualité-prix, l'efficacité et le plaisir d'utilisation. Là où c'est encore plus intéressant et où Marionnaud va encore plus loin dans l'affichage de ses avis, c'est qu'il laisse la possibilité aux consommateurs de trier les avis par type de peau. Donc moi, Ingrid, par exemple, j'ai la peau, on va dire, déshydratée et une carnation de peau, on va dire, plutôt claire. Et donc, en fait, ça va me filtrer tous les avis. Évidemment, je vous montre l'exemple où il n'y a pas d'avis, mais ça va me filtrer en fait tous les avis où en fait il y a des profils look-alike, c'est-à-dire des profils qui me ressemblent avec des types de peau qui ont la même type de peau que moi. Et du coup, je vais savoir que ces avis ont beaucoup plus d'importance pour moi que l'ensemble des autres avis. Donc, toutes ces questions, en fait, est-ce que ce fond de teint correspond à une peau sèche? Est-ce que la couleur va correspondre à ma carnation de peau? C'est clairement des questions qu'on aurait pu poser dans une boutique auprès d'un conseiller de vente, avoir des conseils. Là, on n'a pas ce conseiller de vente sur place, mais par contre, on a des avis de personnes qui nous ressemblent et ça rend plus humaine la navigation sur le site. Et pour ajouter quelque chose, en soi, c'est super parce que ça te permet aussi de minimiser tes retours. Ouais. Ça permet Complètement. d'ajuster, d'un côté, minimiser les retours de façon à rassurer tes clients, de faire en sorte qu'ils se disent qu'ils fassent le bon choix et d'ajuster tes stocks, tes tailles par rapport à tes best-sellers, etc. Donc, c'est super intéressant. Ouais, complètement. Yes. Du coup, ça, c'était pour la partie avis client écrit. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus en détail d'un autre type d'UGC. C'est la vidéo consommateur,
qui elle aussi va permettre de pallier le manque d'interaction d'un produit, le manque d'interaction avec un produit. Donc ici, avec les vidéos consommateurs, les marques, elles vont pouvoir enrichir leur fiche produit avec des vidéos qui sont créées directement par leurs clients, qui vont se filmer en train d'essayer le produit qu'ils viennent d'acheter. Et en fait, pourquoi ce type de contenu il est intéressant? C'est parce qu'il présente un avantage qui est considérable. Il va permettre vraiment aux consommateurs de se projeter dans l'utilisation du produit. Donc, je voulais vous montrer également un dernier exemple qui est l'exemple de Petit Bateau. Donc, Petit Bateau, là, on est sur une fiche produit, donc un cardigan pour enfants. Donc, quand on scrolle sur la fiche produit, on descend, on a les informations principales comme le prix, les caractéristiques, quelques informations techniques. On va tomber ici sur une vidéo consommateur. Aujourd'hui, nous allons vous présenter. Donc, on voit en action une petite fille qui porte le cardigan. Donc, ça permet à l'internaute de voir le produit en mouvement, en action. Et pas de voir. Et en plus, on peut voir vraiment le produit sous toutes les coutures et pas forcément sous le meilleur angle comme on peut l'avoir avec une photo. Donc, voilà. Et en plus, donc là, vous n'avez pas le son, mais en plus, on a les commentaires de la maman qui expliquent un petit peu pourquoi elle est satisfaite de ce produit. Donc vraiment, ça permet aussi d'humaniser un petit peu la fiche produit, d'y apporter de l'authenticité et quelque chose d'un peu dynamique. Donc ça peut venir en complément d'avis clients écrits. Où là, on a un témoignage vidéo avec le produit qui est vraiment en action. Et sachant que la vidéo, c'est un format qui est de plus en plus plébiscité et qui est de plus en plus apprécié aussi par les internautes. Pour info, j'avais vu un petit chiffre qui disait que sur une fiche produit, les gens étaient prêts à lire 8 secondes et ils étaient prêts à regarder plus de 2 minutes 20 de vidéo. Donc c'est vraiment énorme la différence. Il y a vraiment un côté ultra immersif. Et de toute façon, quand on voit l'explosion des réseaux, Insta, TikTok, etc., la vidéo, elle va devenir e-commerce en fait. C'est sûr. Oui, complètement. Et complètement. Et là, tu vois, carrément pour le cas Petit Bateau, nous, les retours de Petit Bateau depuis qu'ils ont mis en place des vidéos sur leurs fiches produits, c'est que voilà, le taux de conversion sur les fiches produits qui ont des vidéos versus ceux qui n'ont pas encore de vidéos, il y a un gap qui est considérable. C'est sûr. Donc voilà, là, plus 10%, tu vois, c'est plus 10% de conversion sur les fiches produits qui ont des vidéos en moyenne. Donc voilà pour la partie UGC de mon côté. Je vais laisser la parole à Flora qui va vous parler et faire un focus sur les moyens de paiement sécurisés. Oui, merci Ingrid. Effectivement, la réassurance, ça passe bien évidemment par la réhumanisation de nos parcours d'achat sur le e-commerce, mais ça passe forcément aussi par la sécurité en ligne à laquelle on fait beaucoup moins attention en magasin, puisqu'évidemment, quand on a un vendeur en face de soi, c'est plus facile de se projeter. On a la machine, concrètement, on a notre carte, on est nous-mêmes l'authentificateur du paiement, alors que en ligne, il peut y avoir des sites frauduleux, on peut manquer de confiance, et ça, tout simplement à travers le paiement, on peut déjà redonner pas mal d'éléments de réassurance qui vont permettre de limiter la friction, qui est globalement le nerf de la guerre. Globalement, là, moi, je vous ai mis 2 exemples de pages, mais qu'est-ce qu'on retrouve en fait sur ces pages, qu'elles viennent en pop-up sur le checkout ou que ça soit une page redirigée harmonisée avec l'esprit de la marque? C'est des logos de sécurité, l'accréditation PCI DSS aussi qui note que c'est sécurisé, c'est les logos de carte bancaire qu'on a l'habitude de voir et donc qu'on attend forcément à cette étape-là, et c'est aussi tout simplement moins de clics. Par exemple, le fait quand on clique sur rajouter ses coordonnées bancaires, d'avoir le clavier numérique qui s'affiche. En fait, c'est tout ce qui va limiter la friction dans la tête de votre consommateur et qui va éviter pour lui de se dire tiens, mais sur quel site je suis? Cette marque, je n'ai jamais commandé directement sur son site. En fait, je ne connaissais pas. Je suis partie d'une recherche un peu globale, générique sur le produit que je voulais trouver. Et je me retrouve sur une page de paiement qui ne m'inspire pas confiance. Donc,
tout ça, c'est modulable à ce moment du paiement. Et globalement, c'est quelque chose d'hyper important puisque 9 Français sur 10 attendent le moyen de paiement qui sont sûrs. Globalement, vous n'êtes pas sans savoir a priori que est rentrée en vigueur la loi sur la DSP2 qui remet en fait de l'authentification au moment du paiement et une loi qui a été quand même accueillie favorablement par les consommateurs, il faut le savoir, même si effectivement celle-ci rajoute pour le coup de la friction au moment du check-out. Il y a quand même 8 Français sur 10 qui sont favorables au renforcement de l'identification pour les paiements en ligne. C'est important de le savoir puisque potentiellement, ça peut vous amener aussi sur votre site des clients qui habituellement n'étaient pas à même de payer potentiellement sur un site e-commerce ou bien de plus en plus ce qui se fait sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui ont de plus en plus confiance au système bancaire derrière. Si on doit donner des petits exemples, nous, dernièrement, on bossait avec une entreprise qui s'appelle Mercorn, qui est une petite entreprise familiale française de matériaux de coutellerie. Donc assez niche, mais globalement, qui en installant une solution de paiement plus sécurisée et plus orientée conversion, avec tous les critères qu'on vient de se citer, a gagné 18% de conversion sur son site. De la même façon, une autre marque, Le Chemiseur, alors comme son nom l'indique, dans la chemise, lorsqu'il avait mis en place un set de règles de sécurité liées au 3DS, avait gagné 7% de conversion en plus. Voilà, donc en fait, c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, vous permet encore une fois de gagner en conversion et globalement, c'est ce que vous cherchez à faire. En moyenne, lorsqu'on passe d'une solution plus sécurisée, plus optimisée, plus en adéquation avec son site, nous, on voit une augmentation de 8% de conversion grâce à ça. Évidemment, ça passe aussi par le fait d'avoir une solution qui est responsive. Donc là, on a été sur des exemples qui sont très orientés site web, mais votre solution ne peut pas se passer, comme l'ensemble de votre site e-commerce, d'être adaptée à tous les supports utilisés par vos clients. Évidemment, aujourd'hui, on voit de plus en plus l'essor du paiement, enfin l'essor du commerce via mobile. Il faut toujours se mettre à la place de votre client et tester pour savoir si vous avez quelque chose en adéquation avec les attentes. Et donc, par exemple, là, ne pas avoir besoin de zoomer, avoir pareil le clavier qui remonte de façon ergonomique par rapport au support. C'est des choses que je vous invite à aller tester sur vos sites e-commerce si ce n'est pas encore fait, quel que soit le support. Sur mobile, pour aller encore un peu plus loin, de plus en plus, on propose des alternatives de paiement comme par exemple Apple Pay sur les mobiles Apple qui, encore une fois, permettent de bypasser certaines étapes du checkout et donc d'accélérer encore plus le processus d'achat et donc évidemment de gagner en conversion. Là, vous avez l'exemple de Monsieur Moustache sur la partie responsive. Si je peux donner Monsieur Moustache dans la basket, a priori ça se voit sur l'image, c'est ça qui est assez cool avec la page de paiement personnalisée. Mais dernièrement, on avait aussi Ircus, une marque dans le Cachemire, qui nous racontait que Apple Pay, depuis qu'il l'avait mis sur son site, représentait maintenant 10% des transactions sur mobile, qui, elle, compte pour 30% des achats en ligne. Il disait qu'en fait, ça lui avait permis de générer un vrai gap dans les ventes additionnelles sur mobile et donc de travailler ça dans une stratégie un peu plus globale pour justement gagner des ventes supplémentaires et améliorer l'expérience client tout en réassurant bien évidemment et donc en s'inspirant des pratiques du commerce physique, à savoir je me pose pas la question, j'ai fait mon achat, j'ai trouvé ce que je voulais, j'arrive en caisse, je paye, je repars. Il faut que ça soit pareil sur votre site e-commerce. Un truc qui est important dans le paiement, c'est que souvent, on peut perdre des ventes à ce moment-là. Tu vois, parce que ça prend un peu de temps, parce que la page est pas très pratique, elle est pas très rassurante. Ce qui paraît complètement dingue, c'est que toutes les pages de grandes banques, par exemple, sont elles sont hyper stressantes souvent parce qu'elles sont très mal faites. Il y a pas de X. Tu vois, j'arrive d'ailleurs pas à comprendre comment ces boîtes-là n'arrivent pas à faire des interfaces qui soient cool, mais c'est hyper stressant. Et en fait, il y a plein de gens qui s'en vont à ce moment-là parce que justement, ça manque de réassurance. C'est-à-dire que c'est le pire moment
pour mettre le doute dans la tête du client qu'au moment où il sort sa carte bleue, c'est genre terrifiant. Et du coup, ça a un impact qui peut être très, très fort. Et pour le coup, sans vouloir faire la pub de Payplug, mais j'ai installé, moi, Payplug sur pas mal de mes clients et à chaque fois, ça fait la diff. Parce que justement, il y a un élément aussi de continuité dans l'expérience en se disant, bah, tiens, tu t'es entre guillemets, pris la tête à faire une belle expérience digitale, avoir un beau parcours de conversion, avoir un beau funnel, et à la fin, tu gâches tout parce que tu as un truc qui n'est pas en adéquation avec ta marque, et ça, c'est un vrai problème. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, si je peux compléter ton propos pour donner un chiffre, il y a une enquête d'Ipsos qui est sortie en 2021, qui pourrait peut-être actualiser, mais qui montrait déjà à l'époque qu'un panier sur 3 est abandonné en raison du manque de confiance concernant la sécurité du paiement en ligne. Moi, je trouve ça dingue qu'à la dernière étape du tunnel de vente, a priori, où le client a déjà fait son choix, il a rentré ses coordonnées, il est prêt à payer, de perdre à ce moment-là, c'est quand même catastrophique. Ah ouais. Et moi, pour le coup, pour analyser beaucoup de sites, on est plutôt autour des 50% de drop entre la partie de paiement et l'achat définitif. Alors, ça peut ne pas être que à cause de l'outil de paiement, mais c'est énorme. Et en fait, souvent, tu vois, on va optimiser la page produit, on va tout revoir, on va essayer de faire plein de trucs, etc., etc. Mais sauf que, en fait, à ce moment-là, on perd quand même une vente sur deux, ce qui est genre énorme. Donc, vous en perdrez jamais zéro. Mais malgré tout, il y a moyen de vraiment réduire ça. Et avec plein de choses. Moi, j'avais vu sur un site américain, et j'ai un trou sur le site, mais justement, par exemple, des avis sur la partie paiement au moment du paiement. Ouais. Et tu vois, de dire, ah bah, j'ai pu payer en 3 fois, c'est trop bien, j'ai pu faire ça, c'est trop bien, etc. Et en fait, c'est, tu vois, toujours ce rapport à la contextualisation qui va permettre en fait au client à chaque étape de se sentir rassuré, à l'aise et d'aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et après, ce qui peut être aussi intéressant, et là, pour le coup, ce qu'on a en e-commerce et ce qu'on a beaucoup moins dans le commerce physique, dans les magasins, c'est les raisons d'échec de paiement. Et du pouvoir aussi analyser ça et du coup aussi de relancer les mauvaises raisons de paiement. Par exemple, quand il n'a pas rentré ses coordonnées dans les temps, potentiellement parce qu'il est parti chercher sa carte ou parce que sa carte avait plus de fonds à ce moment-là. En tout cas, il y a un certain nombre de raisons qui peuvent être indiquées selon votre solution de paiement. Qui permettent de faire des relances de panier abandonnés et aussi d'analyser un petit peu plus le comportement des acheteurs qui abandonnent le panier au moment du paiement. Assez intéressant, je trouve. Eh bien, moi, j'en ai fini pour la partie paiement. Du coup, je te repasse la parole, Sébastien. On va vite enchaîner parce qu'on parle. Là, on va vouloir parler justement d'un élément aussi qui permet vraiment de créer une relation hyper humaine avec les clients, qui est le live shopping. Alors, quand on parle de live shopping, on pense souvent à la Chine avec ces moments complètement fous, avec des millions de personnes qui achètent en même temps, etc. C'est un élément qui est en train de se développer à fond en France. L'idée, c'est vraiment, et on le voit sur pas mal de sites e-commerce aujourd'hui, de pouvoir créer des événements, une sorte de finalement de téléachat hyper moderne pour finalement permettre aux clients justement de se projeter, de pouvoir poser ces questions, de pouvoir voir l'utilisation du produit, parce que c'est toujours ça, hein. Ils cherchent à se projeter dans l'utilisation du produit. Donc, il va vraiment aller chercher ça. Donc là, on vous pose comme question dans le chat, enfin dans le sondage, est-ce que vous avez déjà organisé un live shopping pour vos clients? Et quand on parle de live shopping, on ne parle pas juste d'un live Insta où vous présentez des produits, mais vraiment d'un live shopping organisé où le client peut acheter directement. Alors là, waouh, le nom est énorme. Ouais. Du coup, Ingrid, à la rescousse. Eh ben, ça me laisse le champ libre. Merci. Du coup, oui, les chiffres sont parlants. Donc, quasiment 90% d'entre vous n'ont jamais organisé de live shopping. Donc, il y a quelques petits adeptes qui connaissent déjà. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec le live shopping, donc il faut savoir que c'est vraiment un canal de vente à part entière qui devrait, d'ici 2026, représenter 10 à 20% des ventes e-commerce. Et donc, l'avantage aussi du live shopping, c'est qu'il présente un taux de conversion bien plus élevé que le taux de conversion moyen en e-commerce. Donc aujourd'hui, nous, chez Skippers, on a beaucoup de clients
qui utilisent le live shopping dans les secteurs du prêt-à-porter, de l'ameublement, de la cosmétique. Donc voilà, eux, ils sont très enclins à présenter leurs produits sous le format live shopping. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous présenter un cas un petit peu particulier, qui est le cas de Micromania Zing. Donc, c'est un spécialiste des jeux vidéo en France. Donc, ils ont plus de 400 points de vente. Donc là, vous voyez un petit peu sur un écran à quoi ressemble une session de live shopping. Donc, vous avez la vidéo avec les présentateurs au milieu, les produits que vous souhaitez mettre en avant et que vous pouvez acheter directement depuis le live qui apparaissent sur la gauche et un chat en direct avec lequel vous pouvez interagir donc, avec les autres participants, mais aussi avec les présentateurs. Donc, il faut savoir que l'univers du gaming, c'est un univers qui naturellement est très communautaire. Donc, Micromania a vraiment une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et eux, leur objectif à la base, c'était de développer cette communauté autour d'un rendez-vous interactif. Et l'expérience en direct, elle leur permettait d'échanger directement avec leurs consommateurs, puisque voilà, via le chat, ils peuvent poser des questions sur les produits aux présentateurs, ils peuvent discuter entre eux, un peu comme ce qu'ils feraient sur Twitch ou YouTube. Mais avec la possibilité, là, la différence, c'est que c'est un canal d'acquisition à part entière qui va vous permettre de convertir votre audience pendant le direct. Donc aujourd'hui, les équipes de Micromania, elles organisent environ 3 sessions de live shopping par mois. Et voilà, ils ont un calendrier qui est vraiment étroitement lié à leur temps fort, que ce soit la sortie de nouveaux jeux vidéo, des événements incontournables dans le milieu du gaming, mais aussi les temps forts commerciaux comme les périodes de fêtes de fin d'année ou alors les soldes. Et nous, la bonne pratique qu'on donne à tous nos clients et qu'applique très bien Micromania aujourd'hui, c'est d'associer un influenceur qui est reconnu par votre communauté de clients avec un expert produit de votre marque, donc en tant que présentateur. Donc comme ça, vous bénéficiez de l'authenticité de l'influenceur et de l'expertise de la personne en interne chez vous qui va présenter avec cet influenceur. Donc ici, chez Micromania, il y a toujours 2 présentateurs récurrents. Donc Alex Good, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, c'est un présentateur télé qui est assez connu et qui a une légitimité aussi dans le domaine du gaming. Et il est toujours accompagné d'un vendeur spécialisé Micromania. Et donc parfois, ils sont aussi accompagnés d'un expert d'une marque ou d'un jeu qu'ils sont en train de présenter. Donc, au niveau des résultats, après des mois de tests et de live shopping lancés, ils sont vraiment intéressants. Donc, en moyenne, Micromania enregistre 30 000 vues uniques par session de live shopping, donc que ce soit la session en direct ou avec le replay qu'ils réutilisent sur leur site ensuite. Ils ont aussi comptabilisé 15 000 marques d'engagement par live en moyenne. Donc, ça inclut tous les likes et les messages qu'ils reçoivent sur le live. Et pour moi, le chiffre qui est le plus intéressant et qui montre vraiment l'aspect héroïste du live shopping, c'est que chaque live chez Micromania génère l'équivalent d'une journée de chiffre d'affaires en magasin. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez énorme. Donc là, en une session de live shopping, on génère un chiffre d'affaires qui est assez considérable et ça prouve bien que quand on parle d'humaniser un parcours client, le live shopping, il répond pleinement en fait à la problématique parce qu'on a de l'engagement de la part de la communauté, on a de l'interaction, on a de la mise en situation des produits et en fait, on a à peu près tout ce qu'on pourrait finalement retrouver en magasin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de façon condensée sur le live shopping. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y reviendrai à la fin du webinaire. Je vais laisser la parole à Céline. Merci Ingrid. Donc un autre exemple pour illustrer cet engagement avec le client, c'est le click and collect. C'est un concept qui n'est pas nouveau, mais qui a vraiment eu le vent en poupe depuis la pandémie en soi. Comment humaniser cette expérience client.
Au final, il y a plusieurs avantages à ce mode de livraison qui est le click and collect et qui peut être offert directement dans le checkout par le e-commerçant à ses clients. L'un des premiers avantages qui est évident, ça va être forcément une économie sur les frais de livraison, autant pour l'acheteur que pour le e-commerçant. Donc une gratuité par rapport à ces coûts qui commencent à être de plus en plus élevés depuis une petite année, notamment avec la taxe carburant par exemple. Également, à partir du moment où on décide de choisir le click and collect, il n'y a plus cette attente pour recevoir le colis, on se déplace directement et les délais de livraison sont raccourcis et le délai de préparation est également écourté de la part de l'acheteur. Donc, il faut bien veiller également à avoir des stocks dans sa boutique. Et enfin, une certitude de récupérer le bon produit, plus de fait d'être anxieux à l'idée de recevoir un produit qui est cassé lorsqu'on ouvre sa commande ou que ce ne soit pas la bonne taille ou le bon produit qu'on ait commandé. Ça minimise vraiment les erreurs au niveau de l'emballage également et on peut directement vérifier le produit, l'essayer en magasin. Et je pense qu'un des avantages qui est aussi sous-estimé par rapport à cette pratique, c'est le web to store. Au final, c'est vraiment comment briser le monde digital avec le monde physique, de façon à ramener directement une clientèle qualifiée en boutique, ce qui va pouvoir aussi augmenter ou du moins améliorer les ventes directement en boutique. Donc, on sait que le client est déjà conquis par la marque. Donc, c'est vraiment une pratique qu'on conseille à nos e-commerçants. C'est totalement en lien et associé également avec la tendance des options de livraison écologique. D'après une des études qu'on a menées avec Nielsen, qui s'appelle le tour de livraison du e-commerce, on a 64% des candidats français qui ont répondu, donc sur les 9000 demandés, qui attendent d'une boutique en ligne que des options de livraison soient écologiques. Donc, c'est totalement en lien avec l'actualité. Donc, voilà. Une pratique qu'on conseille et en soi, c'est sympa parce que ça permet d'être lié au client et c'est une invitation à visiter la boutique. Et il me semble que Flora, tu avais également une petite astuce à nous partager. Par contre, t'es en mute. Ah oui, merci. Oui, j'ai une petite astuce supplémentaire pour globalement mettre en place le click and connect de façon assez facile et même répondre aussi à toutes les problématiques de commerce conversationnel jusqu'au paiement. En fait, chez Payplug, mais aussi chez plein d'autres solutions de paiement, il existe des liens de paiement qui sont partageables. Alors, ça peut être par email quand on est au téléphone avec un client ou dans une facture, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être maintenant sur WhatsApp ou par texto, etc. On peut générer en fait depuis son back-office un petit lien de paiement et du coup conclure une vente comme on l'aurait fait en magasin via le digital, via ce lien de paiement qui renvoie globalement directement sur une page de paiement, pareil, qui peut être personnalisable comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, potentiellement, accepter une vente au téléphone pour que quelqu'un vienne la récupérer en magasin ou bien conclure une vente quand on a une conversation sur les réseaux sociaux avec une cliente qui cherchait une taille particulière, une couleur particulière ou des détails supplémentaires, lui dire attendez, au lieu de lui faire confiance pour qu'elle aille faire son panier, ce qui n'est pas toujours le cas tout de suite, lui dire attendez, je vous ai généré un petit lien de paiement, vous avez juste à payer et je vous envoie la commande. Ça, c'est ce qui permet de valider quelques ventes supplémentaires et d'acter l'achat jusqu'à l'encaissement, comme on l'aurait fait en magasin lorsqu'on a une cliente en face ou un client en face. C'est super. Oups. Et donc, le petit dernier sondage de la journée. Justement, on vient de parler de livraison, on vient de parler de paiement, etc. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce que pour ceux qui ont des boutiques, est-ce que vos expériences en ligne et en magasin proposent les mêmes options? Aujourd'hui, justement, comme pouvait le dire Flora sur le paiement, on peut avoir en ligne des paiements en plusieurs fois, par exemple, en 3 ou 4 fois. Est-ce que, à contrario, c'est une solution que vous proposez en boutique? Pareil sur
sur la livraison, est-ce qu'en boutique, vous proposez la possibilité de livrer le client sur l'adresse de son choix, dans les conditions de son choix, etc. Donc ça, c'est une question importante, justement, encore une fois, pour créer les expériences omnicanales, quoi. Alors, non. C'est bien, il y a plein de progrès sur le live shopping, sur l'expérience ligne boutique, c'est trop bien. Ça va faire plein de progrès. Et donc, en soi, ouais, comment convaincre jusqu'au bout du panier? Stat intéressante que Finac, on ne propose pas la même expérience en ligne et en magasin. Une expérience dans le checkout qui, je pense, est souvent bâclée, ça va être la livraison. En général, on n'y attache pas trop d'importance. On se dit, dans tous les cas, le client passera commande, mais on se rend compte que c'est vraiment un moteur de conversion. Et vous allez voir pas mal de numéros sur la gauche, mais je vais l'illustrer en parlant de l'atelier d'Amaya, qui est un de nos clients. C'est une entreprise familiale dans le sud de la France qui produit des bijoux personnalisés. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site, ils sont super sympas. Et au final, vous verrez sur la droite qu'elle propose énormément de méthodes d'expédition. Donc ça peut paraître un peu trop, mais c'est vraiment pour offrir une flexibilité au consommateur, enfin à l'acheteur, de façon à ce qu'il puisse choisir ce qui lui plaît. L'un des premiers abandons de panier par rapport l'une des premières raisons d'abandon de panier va être liée à des frais de livraison qui seront trop élevés. Donc, par exemple, on parlait du click and collect et vous allez voir que l'atelier d'Amaya propose une récupération de sa commande à travers ses 30 boutiques en France, et vous pouvez choisir directement dans le menu défilant. Et ensuite, on va avoir énormément de clients, par exemple, qui ont eu une mauvaise expérience avec Colissimo, malheureusement, et qui ne souhaitent pas retenter cette expérience et qui vont, par défaut, choisir Chronopost ou la lettre suivie. Donc, ça permet de donner une flexibilité à l'acheteur, mais également aux commerçants, si jamais quelque chose se passe, s'il y a une panne ou si le colis est bloqué quelque part, de toujours avoir un backup. Donc, diversité des méthodes d'expédition, flexibilité également et un coût différent, que ce soit sur une livraison le lendemain ou dans 3 à 4 jours. Et bien évidemment, on sait qu'un Français sur 2 préfère l'option du point relais. On sait qu'avec La Poste, on a plus de 20 000 points relais en France, donc ce qui permet d'avoir toujours un bureau de poste à côté de chez soi et de recevoir le colis et d'aller le chercher directement après le travail, par exemple. Donc, la livraison à ne pas sous-estimer dans son checkout et à vraiment prendre les bonnes décisions lorsque le client va les choisir. Donc, une fois qu'on a mis tous les articles dans son panier, on a choisi la livraison, on passe une nouvelle fois au paiement. Et donc, on revient sur la réassurance avec la multiplication des moyens de paiement. Ouais, la réassurance et l'optimisation de l'expérience client. Toujours en fait cette problématique de gain de conversion supplémentaire grâce au paiement, de faire vraiment du paiement un levier de croissance. Globalement, moi, en tant que consommatrice, je trouve que lorsqu'on arrive dans une boutique, dans un magasin, on se pose pas trop la question du paiement. On paye avec notre carte, la plupart du temps ça passe, on se demande pas trop quel moyen de paiement ils acceptent. Aujourd'hui, la tendance du e-commerce est de venir s'aligner sur la multiplication des moyens de paiement qu'on peut avoir sur les cartes bancaires en magasin, sur le site e-commerce. Ça, en l'occurrence, sur le e-commerce, c'est parfois un peu plus technique et ça nécessite en fait d'intégrer à son checkout des moyens de paiement, toujours de cette façon fluide et intégrée en fait à l'univers. Donc là, pour moi, il y a un peu deux choses, c'est d'aller en fait élargir cette palette de moyens de paiement, se demander aujourd'hui déjà comment règlent mes clients. Est-ce que je vais proposer que du paiement bancaire ou est-ce que je vais proposer un wallet, par exemple, comme PayPal? Alors ça, c'est déjà une première étape. Et puis ensuite, les paiements bancaires, est-ce que je propose du American Express? Est-ce que ma clientèle l'attend? Est-ce que je propose du Apple Pay? Ce dont on se disait tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui est très fort en termes de conversion aujourd'hui pour tous les utilisateurs des supports Apple. Et puis, si je vends dans des pays en Europe, par exemple la Belgique, est-ce que j'ai pensé à proposer Bancontact, qui est le moyen de paiement utilisé là-bas pour encaisser les paiements? Et en fait, c'est ça aujourd'hui.
pour moi, s'inspirer des bonnes pratiques du commerce physique pour son e-commerce, c'est proposer à minima le même nombre de moyens de paiement en ligne. Et tout ça de façon intégrée, et que pour vous aussi, marchands, ça soit tout aussi simple d'activer ou non un moyen de paiement, de tester aussi un moyen de paiement ou non, puisque c'est pas toujours la même tarification selon le moyen de paiement. Et donc là, moi, je peux que vous encourager à tester sur une certaine période. Qu'est-ce que ça vous génère comme vente supplémentaire? Est-ce que ça augmente votre panier moyen? Par exemple, sur American Express, nous, on voit que le panier moyen American Express de nos clients est 2,5 fois plus élevé que le panier moyen de tous nos clients confondus. Donc, est-ce que ça ne nous permet pas aussi d'aller chercher de la clientèle supplémentaire ou de déclencher des achats supplémentaires? Pareil, sur un moyen de paiement, sur la facilité de paiement, Sébastien, tu en parlais en introduction, proposer en fait d'échelonner le paiement en 3 ou 4 fois, ce qui se fait de plus en plus sur les sites e-commerce. Est-ce que ça va pas, pareil, me permettre de rentrer dans une stratégie d'augmentation de mon panier moyen? Nous, de la même façon, chez Payplug, on constate en moyenne un panier 2 fois plus élevé sur du paiement fractionné garanti que sur du paiement comptant. Alors après, ça s'explique aussi parce qu'on va peut-être, au lieu de faire 2 achats, mettre plutôt 2 fois dans mon panier et donc augmenter aussi le panier comme ça. Mais du coup, vous générez aussi moins de charges opérationnelles puisque la commande est groupée. En fait, il y a plein de choses comme ça, nous, de retour d'expérience du client qui sont ultra intéressants. D'ailleurs, je vous en ai mis un puisque je trouve que ça parle beaucoup plus quand on se projette sur un cas. C'est la Maison de l'Astronomie qui, comme son nom l'indique, est spécialiste de tout l'équipement autour de l'astronomie, qui ont une super boutique à Paris pour ceux qui sont ici à aller voir. Je vous encourage, qui est génial. Et donc, eux, ils ont décidé d'installer le paiement fractionné garanti sur leur boutique. Alors là, en l'occurrence, c'est un PrestaShop. Et donc, ils sont passés d'un panier moyen de 280 € à 500 € avec cette facilité de paiement. Encore une fois, moi, je trouve que c'est toujours important de le dire, ça va toujours dans une stratégie un peu plus globale d'optimisation de son checkout. Et aussi, moi, je trouve que quand on veut travailler l'augmentation de son panier moyen, on travaille aussi une stratégie upsell, cross-sell, le fait de proposer des produits additionnels au moment du checkout, de proposer des produits supplémentaires, des bundles, des offres un peu packagées. Par exemple, dans la cosmétique, ça se fait beaucoup. Et c'est ça qui est assez intéressant d'aller analyser. Alors, j'en profite parce que je vois que Magali avait posé la question sur ça. Donc oui, effectivement, il est possible de proposer le paiement en plusieurs fois avec Payplug. Et juste pour la parenthèse, Payplug est aussi disponible sur Shopify. Shopify ne l'affiche pas juste pour répondre dans l'App Store. En fait, ça s'affiche, ça ne s'affiche pas initialement quand vous créez votre compte. Si vous allez voir dans les moyens de paiement supplémentaires, il y aura Payplug avec du paiement fractionné garanti. Ça me permet de répondre à cette question. Moi, j'ai fait le tour sur le paiement, donc je rends la parole à la prochaine fois. Merci. Et pour finir, parce que pour qu'on ait au moins 5 minutes pour les questions, on voulait aller au-delà, donc boucler la boucle, convaincre jusqu'au bout du panier et au-delà. En soi, c'est une étape très importante de façon à bien informer le client. On voit que ces emails transactionnels, donc ces emails de notification de suivi, ont un taux d'ouverture énorme, soit 89% des emails. Et ça vient vraiment répondre à la question « Où est mon colis? Quand est-ce que je vais recevoir ma commande ?» Et ce qu'on se rend compte ici, c'est que ces emails sont très importants dans le sens où on cherche à garder l'acheteur dans l'univers de la marque. Et moi, je conseille toujours à mes clients de bien les personnaliser. On a un exemple sur la droite d'un de nos clients néerlandais qui s'appelle Shoe Store, qui vendent des chaussures. Et vous voyez qu'au final, ils ont vraiment adapté les notifications, les emails de suivi aux couleurs de la marque, avec un logo super sympa. Ils ont même ajouté leur Instagram et leur compte Instagram. Et ça permet, dans un premier temps, d'informer le client, de savoir où est-ce qu'est la commande, où est-ce qu'est la commande, ce qui va également diminuer des tickets OCS, par exemple. On a énormément de clients comme l'atelier du chocolat ou Jade Roller qui, au final, décident d'envoyer des SMS de notification de suivi. Et ils ont vu qu'au bout d'1 mois, leurs tickets OCS ont été divisés par 2. Donc, ça permet aussi de laisser un petit peu plus de temps aux équipes en interne de faire d'autres choses et d'aider à la croissance de la marque. Et vous verrez, c'est super important. Il y a un taux d'ouverture assez impressionnant et ça peut aussi amener à des ventes additionnelles en ajoutant des bannières, des codes promo, le compte Instagram, ce qui permet de faire du cross-sell également.
Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. On a été un tout petit peu plus bavard que prévu. On a dépassé un petit peu le temps, mais bon, là, on va pouvoir passer aux questions. Avant de rentrer dans les questions, j'espère que vous avez bien compris cette importance vraiment d'humaniser finalement le parcours, de faire en sorte que vos clients se sentent en sécurité et confiance, que ce soit par le paiement, que ce soit par la livraison, que ce soit par les avis. C'est des éléments qui sont hyper clés pour réussir à convertir. Pour le coup, je travaille la conversion tous les jours avec mes clients et c'est exactement sur ces points qu'on essaye d'insister pour justement, encore une fois, permettre de lever l'ensemble des freins à l'achat. Vous avez comment les visiteurs en fait qui viennent sur votre site. Il y a des gens qui ont envie de convertir, il y a des gens qui sont en doute, qui se posent des questions. Et en fait, c'est à tous ces gens-là qu'il va falloir justement faire en sorte encore une fois, voilà, de lever l'ensemble des freins à l'achat pour leur permettre de se sentir à l'aise et encore une fois, penser aux boutiques physiques, penser à l'interaction humaine, penser à tout ça et essayer de le retranscrire. Et on vous donne pas mal d'éléments. Là, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça pendant ce live, mais dans le livre blanc, dont on vous a mis le lien dans le chat, on donne encore plus d'exemples sur comment se poser les bonnes questions pour essayer d'humaniser, que ce soit votre homepage, vos pages catégories, vos fiches produits, peu importe les éléments de votre site, mais il y a vraiment moyen de bien l'humaniser. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux questions. Alors, les questions. Donc toi, Flora, tu avais répondu à quelques questions. J'ai vu des questions là tout à l'heure pour Ingrid sur comment Ouais. trouver l'influenceur reconnu par sa communauté et sur quelle plateforme est hébergé le live shopping. Alors, oui, alors pour répondre alors il y a des questions dans l'onglet questions et d'autres dans le chat. Donc pour la question sur comment trouver le bon influenceur, alors ça va dépendre aussi de l'objectif parce qu'effectivement il y avait un commentaire aussi de Sandro qui disait il faut pas forcément tout miser sur les macro-influenceurs. Effectivement, ça va dépendre de l'objectif. Est-ce que c'est un objectif purement de visibilité que vous avez avec ce live shopping et ramener beaucoup de monde juste pour le nom de l'influenceur, sachant que ce ne sont pas forcément eux qui ont les meilleures stats. Et effectivement, les nano et les micro et nano influenceurs, généralement sur des collaborations avec des marques, sont un peu plus héroïstes. Donc nous, chez Skippers, en tout cas, on a une plateforme de mise en relation avec des micros et des nano-influenceurs où vous pouvez justement rentrer en contact avec eux pour faire des campagnes de marketing d'influence, mais éventuellement aussi pour les solliciter sur une collaboration avec du live shopping. Donc, l'idée, c'est que la cible, l'audience de l'influenceur que vous allez choisir correspondent forcément à la cible que vous voulez toucher pendant votre live shopping. Alors après, sur la question, sur quelle plateforme est hébergé, accessible le live shopping, le site de Micromania directement? Oui, effectivement, le live shopping est complètement intégré sur le site de Micromania. Donc, c'est vraiment le propriétaire. Enfin, quand vous utilisez la plateforme de live shopping, vous êtes propriétaire de l'outil et de ce canal d'acquisition. Ok. Donc on avait quelles sont les solutions pour le live shopping, mais ça tu y as quand même un petit peu répondu. Ouais. Alors est-ce qu'il y a des endroits questions? Il y a le chat. Tac. J'ai l'impression que... Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à ce moment. Il y en a certaines dans l'onglet questions aussi. Ouais. Alors, il y avait une question pour toi, Céline. Existe-t-il une application qui communique le taux de retour aux clients? Oui, enfin via SendCloud, c'est possible à partir du moment où on sait le nombre de colis qui ont été expédiés. On voit par exemple dans l'industrie de la mode, en général, on est entre 20, ça peut aller de 20 à 50% de taux de retour. Je sais que par exemple pour Zalando, sur le dernier trimestre de l'année 2022, ils étaient à plus de 50% du taux de retour et c'est aussi une des raisons pour laquelle ils sont en train d'évaluer
la possibilité de faire payer les frais de retour. Donc ça, c'est aussi une grande question dans le monde de la livraison, si oui ou non on fait payer les frais de retour. Mais oui, on peut... j'ai pas le nom de la personne qui a demandé, mais peut me contacter, on peut en parler. Et pour info, moi j'ai vu récemment là, sur Amazon, sur certains produits, en fait, ils mettent ce produit à un taux de retour au-dessus de la moyenne. Donc merci de bien vérifier la fiche produit pour acheter finalement le produit que vous désirez vraiment. Je trouve que c'est aussi hyper intéressant qu'un géant comme ça, dont la proposition de valeur était quand même beaucoup sur le retour, sur le fait que c'était gratuit, que ça allait vite, que tout ça, que là, en fait, ils essayent de réduire aussi ça. Je trouve ça hyper intéressant dans l'approche, quoi. C'est vraiment la transparence de l'information. Ouais. Éduquer et informer au mieux l'acheteur. Complètement. Ingrid, on a une autre question de Christelle pour toi. Comment sollicitez-vous les clients pour avoir les UGC? Alors, ça va dépendre sur, par exemple, la collecte d'avis clients. On va envoyer des questionnaires post-achat. Donc voilà, c'est uniquement sur, on sollicite des gens qui ont vraiment acheté un produit. Donc une fois que la personne a fait son achat, on va la solliciter soit par mail, soit par SMS. Ok. Et par contre, sur les... Tu as une moyenne de taux de retour entre le nombre de... Ça va vraiment dépendre des secteurs d'activité. Là, je ne veux pas te dire de bêtises, mais on a vraiment de gros écarts entre les secteurs d'activité sur les taux de retour. Okay. Par contre, sur les UGC type vidéo consommateur, là, c'est un autre format, c'est-à-dire qu'on va solliciter la base de clients pour voir qui souhaiterait être ambassadeur. Ensuite, parmi les personnes qui souhaitent se porter ambassadeur et faire des vidéos, on va faire une sélection avec la marque pour voir quels sont les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir faire des vidéos. Ok. Et est-ce qu'il faut rétribuer les gens? Est-ce qu'il y a vraiment tout un travail d'incentive ou est-ce qu'ils le font de façon organique? Alors, sur les avis clients, donc notre marque d'avis clients, c'est Avis Vérifié, donc on est certifié tiers de confiance. Donc non, c'est vraiment sur la base du volontariat des personnes. Il n'y a pas de gifting sur les sollicitations d'avis clients qu'on envoie pour être totalement transparent et ne pas biaiser les avis. Après, sur les vidéos consommateurs, vu que ça demande quand même un engagement un peu plus poussé de la part des consommateurs qui sont prêts à faire des vidéos pour nous, certaines marques peuvent proposer des essais ou des giftings de produits. Ok. J'ai la sensation qu'on a fait le tour. Flora est en train de régler des problèmes d'envoi. Oui, moi j'envoie le guide à tous ceux qui le demandent. De toute façon, on vous enverra sur le service après-vente. On va envoyer un mail de follow-up avec le lien directement du cas client parce que je pense qu'il y a eu un petit Et on va regarder aussi pourquoi vous ne le recevez pas lorsque vous soumettez le formulaire. C'est pas normal, on va régler ça. Bon, on est arrivé à la fin de notre heure. Finalement, on a été bavard, mais on est pas mal. 12h03, on est plutôt bien. Donc, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à prendre contact avec nous sur LinkedIn, par mail, etc. si vous avez la moindre question. On va vous envoyer nos coordonnées rapidement. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. On se fera un plaisir de vous aider à booster la conversion de tous vos sites avec tous ces éléments. Encore une fois, la conversion, c'est vraiment hyper global. Il n'y a pas un élément, mais plein de petites briques mis bout à bout qui font la grosse différence. Et en ces temps de crise, de recul de la consommation, de tout ça, en fait, réussir à convertir son trafic et ne pas être obligé d'en acquérir toujours plus à des prix toujours plus chers, c'est bien utile. Donc j'espère qu'on vous aura au moins inspiré ce matin pour faire des améliorations, des modifications sur vos sites web et donc sur l'expérience de vos clients et vous aider du coup pas à pas à vous
permettre d'atteindre la mission que vous êtes fixée pour votre marque. Donc, je vous dis merci à tous. Merci Flora, merci Ingrid, merci Céline. Et puis, on se revoit vite sur les réseaux et par mail et où vous voulez. Ciao. Ouais, merci à Merci tous. à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.